Tristan est ici, je crois qu'il revient sur des terres connues, voilà. Oui. Et je pense que monsieur ça sera beaucoup mieux à même pour moi de le présenter, donc je vous laisse la parole. Alors bon, on vient de me donner cette tâche. Voilà. Alors bon, Stéphane est un peu attaché. Oui, attaché de conservation au Muséum d'Histoire naturelle Jardin des Sciences de la ville de Dijon. Alors moi, en fait, le mieux, c'est que je vous raconte comment j'ai connu Stéphane. C'est que j'étais à l'école pratique des hautes études. J'ai mis en place la validation de l'acquis d'expérience à l'école pratique des hautes études et j'avais besoin d'experts dans un domaine. C'était pour la première fois, c'était pour. Non, il était avec l'entomologie. Ah oui, l'entomologie. Donc j'avais demandé un entomologiste. Donc j'avais été cherché par un copain qui était à l'office, à l'OPI, l'Office de protection des insectes et de l'environnement. Il m'a dit, oh, Stéphane Puissant, il est tout très bien. Donc j'ai contacté. Et donc il a accepté de venir. Et effectivement, dans cette démarche de validation de l'acquis d'expérience, où c'était vraiment, on juge pour donner un diplôme le fait que le candidat a acquis les connaissances et les expériences dans ce diplôme. Stéphane a très bien rendu son boulot et très bien, aussi bien sur le FOC que moi, il a posé des questions de candidat que sur de l'entomologie, qui était d'ailleurs un petit peu compliqué puisqu'il n'a pas donné la validation des examens. Et après, j'ai de nouveau sollicité Stéphane dans un autre contexte, cette fois-ci du diplôme de l'école pratique des études que lui a passé dans son jeune âge. Oui, oui, ça fait déjà presque. Et cette fois-ci pour quelque chose, un domaine où il était parfaitement compétent, puisqu'il s'agissait d'un étudiant qui a travaillé sur les cigales de Nouvelle-Calédonie, dont toutes les espèces sont endémiques. Et donc, alors, c'était un sujet qui était un petit peu, l'étudiant était un peu difficile, et donc Stéphane a accepté d'être le rapporteur de ce mémoire. Donc c'est vraiment un expert des cigales. Il a été d'ailleurs très pointilleux, il a fait des remarques tout à fait pertinentes, et on espère qu'elles seront prises en compte par le candidat. Donc, là, franchement, je crois que tu es aussi monsieur Cigale au Muséum national d'histoire naturelle. Oui, parce qu'en fait j'ai hérité des connaissances de mon professeur, qui était Michel Boulard, et qui était un des plus grands spécialistes mondiaux des cigales de la planète. Et du civet de Saint-Didier. Ça, je fais. Ah, mais Et j'ai eu cette chance-là parce que quand on est formé par une personne qui a ce degré de connaissance, on gagne beaucoup de temps. Ça évite de recompulser la bibliographie, de refaire des erreurs que certains ont déjà fait. Donc ça m'a permis d'acquérir des connaissances et puis de poursuivre sur ces traces, mais dans un domaine géographique beaucoup plus restreint. Parce que travailler sur l'ensemble des cigales de la planète, et en ce qui me concerne, je l'ai déjà beaucoup. Je me limite de la Chine orientale jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, et c'est déjà beaucoup. Oui. Non, mais je veux dire, je ne m'occupe très peu de l'Australie, ni du néotropical, ni des États-Unis, puisqu'il y a des personnes qui travaillent entre collègues. Ça montre une chose, c'est que quand on perd les spécialistes, tandis que quand il n'y a plus de spécialistes, c'est qu'on est obligé de redécouvrir la science au travers des travaux qui ont déjà été faits. Et ça, c'est le moment, notamment dans le cas de domaine d'un état. Bon, merci. Donc, comme vous l'aurez compris, alors, Stéphane Puissant, je vais vous parler de cigales. On va voir un petit peu comment elles vivent. Ce sera parfois un petit peu pointu, je me suis permis, parce que quitte à ce que je vienne et que vous ayez un entomologiste spécialisé sur les cigales, ben voilà, je vais vous parler de choses qu'un entomologiste lambda n'aurait pas pu vous évoquer. Donc il y aura même quelques informations inédites. Et puis les dernières technologies en matière de mesure, qu'est-ce que ça nous apporte, en quoi on nous donne des informations complémentaires sur leur mode de vie. Alors, on démarre. Alors, il y a deux photos qui ne sont pas de moi. Toutes les autres photos, c'est des spécimens que j'ai pris soit en laboratoire, soit dans la nature. Ici, vous avez à gauche une petite cicadetta, nous y reviendrons. Hein, c'est un complexe d'espèces qui, dans ce complexe, a même plusieurs groupes de spéciation. C'est un cas d'école, c'est aussi très intéressant, mais nous y reviendrons par rapport à l'identification intégrative, parce que pour pouvoir bien nommer, bien connaître ces espèces, il faut faire appel à un ensemble de champs de connaissances. Et puis à droite, donc c'est Cicadetta fangone, une endémique de Corse. C'est pas gros, hein, c'est à peine plus gros c'est même la taille d'une grosse mouche bleue, à peine plus gros. Et parce qu'ici il n'y a pas l'échelle. Et puis à droite, ben, vous la connaissez, c'est Cicada ornile, Cacan, puisque
qu'il y a un monsieur qui travaille sur l'œuvre de Jean-Henri Fabre. Jean-Henri Fabre disait que cette cigale était sourde parce que quand il faisait tirer le canon, elle ne s'arrêtait pas, elle n'entendait pas. En fait, ça me... Voilà. Avec tout le respect que j'ai à Jean-Henri Fabre, et j'ai travaillé à l'Armas quand j'étais étudiant, parce que j'avais la chance de faire partie de cette dernière génération d'étudiants qui travaillaient à l'Armas de Jean-Henri Fabre, on travaillait sur son laboratoire du vivant. Eh bien, les cigales n'entendent pas comme M. Fabre le pensait, pas comme nous. Elles ont des outils à la fois beaucoup plus comment dirais-je bien, restreints au niveau des fréquences, au niveau de la largeur des fréquences qu'elles peuvent capter, mais beaucoup plus spécialisées et pointues sur le domaine de fréquences qu'elles perçoivent. Et là, elles nous dépassent de beaucoup. Les cigales, qu'est-ce que c'est? Alors, on a tous une image plus ou moins en tête d'une cigale. Pour ceux qui l'ont vue, on en parle beaucoup, on les entend, mais on les voit nettement moins. Voire, presque pas pour certaines espèces. Alors, elles se trahissent par leur émission sonore, mais encore faut-il pouvoir les capter. Parce que notre oreille, comme vous le savez, nous sommes sensibles. Alors, je n'y reviendrai pas, je place tout de suite des choses. Alors, on est sensible dans les 2000 à 4000 Hz, c'est 2000-3000 où l'oreille est la plus sensible. Or, certaines espèces, les fréquences dominantes sont émises dans les 16 000 Hz. Donc on est bien au-delà de notre sensibilité optimale de l'oreille humaine. Et la diversité des cigales, ici vous avez un lot d'espèces. En haut à gauche, c'est une bête qui vient du Yunnan. Alors vous pouvez... Est-ce que j'ai... Non. Non, ça ne fait rien. Écoutez, je vais... Ça, c'est pas clair, je vais essayer de chercher autre chose. Oui, je ne sais pas si je l'ai chopé. Non, bon, c'est pas grave. Non. Vous avez, alors parce que c'est pas évident. Moi, je sais de quoi je parle, mais il faut que vous compreniez. Et il y a des opercules, c'est-à-dire, je vais développer. Il y a des opercules sous le corps de l'animal. Vous voyez, vous avez des opercules comme des sortes de grandes cuillères. Donc il y a des lignées, comme ça, vous avez des groupes d'espèces dans des régions biogéographiques bien distinctes qui développent des grandes lamelles chitineuses. Alors vous voyez en haut à gauche, ça fait comme deux lances de part et d'autre. Vous voyez, ici, oui, vous avez des opercules qui vont diriger l'émission sonore. Donc ici, une Crassosatria, puis vous noterez que j'ai mis espèce, c'est-à-dire que je ne connais pas l'espèce. Après, on s'est réunis entre spécialistes et on n'a pas pu mettre un nom. Alors j'ouvre ça commence je vous interpelle là-dessus, hein. C'est que ces cigales, on en parle beaucoup, on est censé les connaître, on les côtoie, mais en fait elles sont très mal connues. On a encore une quantité énorme, je vais y revenir, d'espèces à décrire. À droite, c'est une bête que l'on m'a ramenée sur la frontière éthiopienne et soudanaise. Pareil, je ne sais pas. Après, bien qu'on soit, on a échangé des points de vue, c'est une espèce que l'on ne connaît pas, qui appartient alors plus à un groupe, le genre Pythna. Je vous le dis tout de suite, c'est un groupe qui comprend plein d'espèces, mais l'espèce représentative de ce genre vient de Madagascar, et ce n'est absolument pas la même lignée évolutive que les Pythna d'Éthiopie, et encore moins d'Asie. D'Asie, Chine. Je ne parle pas de mais Chine. Donc, même là, on met Pythna espèce, mais on n'est même pas sûr, c'est même pas, j'en suis même maintenant certain, le genre n'est pas bon, donc c'est quelque chose qui est totalement nouveau, il faudra en temps voulu s'en occuper. Voilà, une bête malgache, puisque la transition est toute venue, Yangaiti. Alors, vous voyez, les formes divergent, hein, sont des bêtes assez grandes, là vous avez les échelles par contre, hein, 1 cm, c'est des bêtes assez grosses. Les malgaches en sont friands, quand nous les chassons, moi je me bats pour leur enlever des mains avant qu'ils ne la consomment, parce qu'ils se promènent avec le seau qui remplit sa moitié d'eau, et puis quand ils la prennent, ils la mettent dedans, comme ça elle ne peut pas s'envoler, ils la mettent dans l'eau, et puis ensuite ils remplissent leur seau, et après ils font une fric à cette cigale. Voilà, donc il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est intéressant dans la mesure où ce sont des espèces strictement endémiques, donc quelque part elles peuvent être menacées si leur milieu disparaît, mais il y en a beaucoup dans le milieu en question, puisqu'elles sont connues de longue date par les malgaches et les consomment. Et puis ici, une Tibicina quadricinata, la Tibicine quadricinée,
Alors c'est une espèce, on vient dans un contexte beaucoup plus local, que nous avons au-dessus du mas de la serre, qui est présente dans les ligneux, qui est une espèce que nous, en tant que spécialistes, on qualifie d'acrodendrique, c'est-à-dire qu'elle aime bien les arbres, elle vit en hauteur de la cime. Et elle s'accoutume bien de la présence du chêne liège, parce qu'elle a un rostre, vous savez, chez les cigales, c'est comme chez les punaises, c'est un peu proche. Il y a donc les pièces buccales transformées en piqueurs suceurs de sève, et chez cette espèce-là, les pièces buccales sont très allongées, donc ça permet de traverser l'écorce du chêne liège, qui n'est pas évident pour d'autres espèces de cigales, notamment les plus petites. Pardonnez-moi, je vais quand même revenir ici, parce que je ne sais pas. Donc ces deux familles, 5 sous-familles, je ne veux pas tout décliner, mais quand j'ai commencé les cigales il y a un peu plus de 20 ans, nous étions environ à 2200-2300 espèces. Maintenant, là je questionné mon collègue américain qui tient à jour l'annuaire, et c'est un chiffre très précis, on est à 3098 espèces. Donc, en même temps, on a augmenté le nombre d'espèces considérablement. Et puis, qu'est-ce que l'on peut constater aussi? Il y a 592 Nomina. Alors, les Nomina, c'est la bouteille à l'encre, hein, c'est-à-dire que c'est des espèces qui ont été la plupart du temps anciennement décrites, mais la description n'est pas suffisamment précise pour savoir de quoi on parle. Et puis, parfois, eh bien, le type, c'est-à-dire les spécimens qui ont été récoltés à l'époque, vous pensez, quand ça date de lignée, on ne sait pas toujours, on peut remettre la main dessus. 1758 ou 1790 pour Olivier, ça ce sont des spécimens qui ont la plupart du temps disparu des muséums, malheureusement. Donc on ne sait pas de quoi on parle, alors on ne peut pas complètement les occulter, mais on ne peut pas être sûr. Voilà. Donc on laisse de côté, et puis un jour, si on retrouve le type, c'est possible, hein, ça se produit, on retrouve des vieux spécimens qui étaient censés avoir disparu, mais on pourra réhabiliter le nom, a priori. Et parfois aussi, c'est parce qu'on a par contre les types, mais on ne sait pas la description à quoi elle correspond. On n'est pas sûr que ce soit vraiment dans cette série que ça a été pris. Alors, ça reste des flous. Et puis, il y a, alors là, je rebondis sur ce que tu disais, Bruno, il y a aussi un autre problème, c'est qu'on a parfois un encombrement dans la nomenclature, je dirais un peu des couches qui se superposent, parce que comme dans certains groupes, il n'y a plus de spécialistes, eh bien, quand on ne connaît pas l'histoire, parce que un nom, c'est aussi une histoire nomenclaturale, c'est l'histoire d'un nom à travers le temps, à travers les âges, à travers les descripteurs. Et la génération qui arrive n'a pas forcément maintenant connaissance de l'ensemble de la littérature ancienne. Et quand ils ne font pas l'effort de savoir quels sont tous les noms disponibles, ils vont renommer une espèce comme elle pour la science. Alors, je dis renommer parce qu'elle était déjà nommée. Donc on se retrouve avec un imbroglio à démêler, et ça m'arrive dans certaines publications de faire une page de synonymie et de combinaison, parce qu'il faut reprendre. Alors, il faut reprendre l'ensemble de l'histoire des noms et puis savoir quel est le nom véritable, le nom scientifiquement valide. Bon, c'est un gros travail, mes collègues me disent, mais on te le laisse. Merci. Et donc la deuxième famille, c'est ça. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Parce que, j'attire votre attention, c'est une espèce, on va dire, entre guillemets, archaïque. Alors, on n'utilise plus le terme de fossile vivant, mais cette bête-là, l'ensemble des représentants que l'on a en fossiles, c'est Jurassique-Crétacé. Donc, c'est pas d'hier. Les fossiles sont bien plus anciens que les premiers fossiles qui datent de l'Oligocène des cigales, des cicadidés. Et là, ici, c'est la famille des Titigarctidés. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il existe encore 2 espèces vives que l'on peut rencontrer, qui sont encore vivantes. Une dans le sud-est de l'Australie, dans les montagnes bleues, et elle vit à la limite de l'étage subalpin, et l'autre en Tasmanie, dans des conditions à peine plus sèches. Ce sont dans des grandes forêts, souvent avec des fougères arborescentes. Le milieu a visiblement peu changé à travers le temps, au moins pas suffisamment pour les faire disparaître. Et ce sont des espèces contre toute attente qui sont relativement nocturnes. Parce qu'elles ne vivent pas du tout, elles vivent à l'inverse des cigales telles que nous les connaissons. Mais il y a encore plus. Elles sortent pendant l'hiver. Et pour les avoir, il faut les avoir au piège lumineux, parce que sinon on ne les voit jamais. Parce que la journée, elles s'abritent sous les écorces.
et elles vont voler et venir au piège lumineux, sinon on ne les voit pas. À partir de 6, 7, 8 degrés, elles vont être actives. Oui. Ce qui veut dire que quand il neige, elles sont actives. Donc on est complètement à l'opposé de l'image de la cigale telle que l'on voit. Et pourtant, dans les Cicadoidea, c'est l'ancêtre véritable des cigales. Et je peux vous garantir, j'ai vu l'empreinte, enfin, j'ai vu le fossile du Jurassique, des fossiles, on ne voit pas de différence avec cette photo. Ça. Vous le prenez comme ça, la photo, je vous mets la photo, j'aurais dû, je sais pas, la photo du fossile à côté, vous ne voyez pas de différence. Alors ils ont nommé différemment parce que, évidemment, ça fait tellement longtemps. Évidemment, 200 millions, oui, dans les 180, 200 millions d'années avant notre ère. Donc, on ne pouvait pas, les collègues prouver que c'était la même espèce, mais différemment. Mais voilà, on n'a rien, ni au niveau du pronotum, ni au niveau des ailes. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ces espèces, elles n'ont que 2 ocelles. Les cigales, dans les hémiptères ochénorynques, on en a toujours 3. Donc ça, déjà, c'est une particularité de la famille des cigales, il y a toujours 3 ocelles. Mais leur ancêtre n'en avait que 2. Et puis, regardez, ça c'est aussi, regardez bien ici, cette partie du thorax, c'est un énorme bouclier strié, mais c'est le pronotum, c'est la première partie du thorax. Quand on regarde le pronotum, il est plus petit que le scutum, c'est-à-dire que le bouclier du 2e segment thoracique. Donc il y a eu aussi une différence au niveau du développement ici des pièces constitutives du corps. Et là, je reviens, nous avons à ce niveau-là, chez les mâles, nous avons des symbacalites, c'est-à-dire des protèges cymbales. Parce que ce qui caractérise les cigales, en plus des 3 ocelles, on les verra mieux sur les autres photos, les 3 ocelles, c'est la paire latérale postérieure, et puis il y en a une antérieure médiane. Ce qui caractérise évidemment les cigales, évidemment, il y a quelques exceptions près, c'est un organe émetteur exclusivement voué au son à la base de l'abdomen, qui est protégé ou non, plus ou moins, par des symbacalites. Alors ici, c'est nettement protégé, et ici, chez la télicine, ça ne l'est pas. Mais les cymbales sont ici. C'est cet organe que vous voyez de part et d'autre de la base de l'abdomen. Eh bien, chez les tétigartidés, il n'y en a pas. On les a sur le pilier, mais vous n'avez pas de cymbales sont rudimentaires. Alors, comment communique-t-il? Il communique, le mâle, en tapant sur le tronc sur lequel il se tient. Et la femelle a des récepteurs au niveau des pattes et va venir le rejoindre. Parce que la vie amoureuse des cigales, c'est une histoire de chant, mais de cymbalisation, de son. Parce qu'il n'y a pas de corde vocale chez les cigales, on n'utilise pas ce terme-là, on n'utilise pas le chant, on parle de cymbalisation en français, de timbalisation, de calypson en anglais. Et c'est une invitation du mâle à la femelle à venir se reproduire. C'est un sonolidage pour la couple. Voilà. Bien, venant de cigales, on va avoir différentes formes. Alors, vous avez en haut à gauche, il y a toujours ces formes, vous voyez, voilà, vous allez commencer à les reconnaître, hein, vous voyez ces grands opercules, donc elle vient d'Asie. Ici, ce sont d'autres espèces. Alors, vous avez la vue dorsale et la vue ventrale. Alors, ça nous informe sur, vous voyez, les opercules, hein, donc ils sont développés du haut vers le bas, qui peuvent être, alors c'est un petit peu moins grand que l'espèce que nous avons vue précédemment, mais c'est déjà bien développé. Ici, c'est nettement moins développé. La caractéristique de cette espèce, c'est qu'elle a des tubercules sur la base abdominale, c'est ce qui nous permet d'isoler le groupe évolutif de ces cigales d'Asie. Ça m'était ramené lors de la campagne du dernier Rhododécine, je ne sais pas si vous connaissez, Rhododécine, bon, qui s'était posé sur une forêt au Laos en 2012. Ils ont collecté les plantes, ils ont travaillé sur différents animaux, et puis les cigales sont tombées dessus, parce qu'ils ne trouvaient pas de spécialistes pour cette zone-là, et c'est en effet, c'est beaucoup de travail parce qu'il y a plein d'espèces nouvelles pour la science. Et puis moi, je les ai un petit peu fâchés parce que nos collègues ne les enregistrent pas. Donc, je suis limité dans mon expertise, parce que nous, il nous faut vraiment maintenant le son associé à l'animal. La prochaine fois, ils m'ont dit, puisque c'est ça, tu viendras avec nous. C'est pas une émission, hein, c'est très bien.
Voilà une autre espèce donc, qui est décrite ici du Yunnan. Alors, elle est en forme un peu de balle de ping-pong. C'est une cigale ovoïde. Alors, donc, elle s'est caractérisée par, chez le mâle, des opercules qui sont très jointifs avec. Alors, les symbacalides sont très jointifs avec des opercules, parce que les opercules sont très développés, d'ailleurs se recoupent ici. Et la femelle en bas, qui n'a donc pas les organes émetteurs, donc pas d'opercules ni de symbacalides. Voilà. C'est pour vous montrer différentes formes. Vous voyez, nous l'avons décrite en 2016, même sur des grosses bêtes. Ça, c'est vraiment une cigale qui fait ça d'envergure, c'est pas une petite bête. C'était nouveau pour la science. Ou Yunnan, c'est bien du Yunnan. Et puis, coup de tonnerre en 2013, une chose assez incroyable. Je consulte la collection d'un collègue entomologiste du CIRAD, Alain Bruno, on peut le citer, et qui est un spécialiste des fourmillons de névroptères. Et puis dans ces névroptères, il avait une cigale. Il m'a dit, tiens, j'ai ramassé ça de Thaïlande il y a longtemps, hein, il y a une vingtaine d'années. Et qu'est-ce que je vois? J'entends presque à la renverse, je vois une cigale avec une tête en forme de marteau. Alors, s'il y a des entomologistes parmi vous, vous savez que ça existe dans d'autres groupes. Les mouches, les diopsides, vous avez des mouches qui ont aussi des yeux montés, sur pédoncule. Mais le système évolutif de ces mouches, c'est étudié, les femelles sélectionnent les mâles par rapport à la largeur de la grandeur de ces pédoncules. Bon. Mais chez les cigales, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que nous avons une cigale avec des yeux montés sur pédoncule, alors que vous voyez là, le mâle, hein, il a parfaitement ici les symbacalides, et on voit les cymbales qui sont au-dessus, vous les avez ici. Donc j'ai fait une photo agrandie, vous voyez, les symbacalides qui ne recouvrent pas intégralement la cymbale, que l'on distingue bien, donc l'organe émetteur. Puis là, la vue frontale pour bien voir, c'est une petite bête, hein, parce que ça fait 2,5 mm, donc c'est une toute petite bête. Donc elle a la taille d'une mouche avec des yeux, comme ça, pareil. Et d'ailleurs, il se trouve que dans cette région, il y a des diopsides également. Bon, ça ne fait pas que vous avez fait, hein. Donc c'était une révolution, et on a trouvé ça tellement extraordinaire qu'on a eu le culot. On a pris toute la description de toutes les tribus connues, ça correspondait à aucune tribu décrite. Donc on a fait une tribu nouvelle pour la science. Alors tribu, ça commence à être un rang systématique assez important. Hein. Et on n'avait pas le moléculaire pour nous conforter, parce qu'il y avait très peu de spécimens, c'était très difficile. Il a fallu retourner après sur le terrain pour trouver les mâles, parce que nous ne l'avons décrite que sur les femelles. Et on a retrouvé les mâles, ils émettent dans les 14-15 000 Hz, donc c'est pas facile à entendre, enfin 12-14, c'est pas facile à entendre, ils sont pas gros, hein, comme je vous dis, c'est à peu près de cette taille-là, donc ça vole vite en plus, ils restent pas longtemps en place. C'était vraiment pas une partie de plaisir, mais le jeu en valait la chandelle, et mes collègues américains qui j'avais envoyé donc il y a 2 ans, le matériel génétique, viennent de me confirmer il y a 2 semaines que c'était une tribu nouvelle pour la science. Wow. Voilà. Mais c'est intéressant de le faire un peu en aveugle, parce que avec les connaissances historiques et puis de la morphologie des bêtes, vu la différence qu'il y avait par rapport à tout ce qui était connu, il s'avérait que le moléculaire confirmé, donc c'était vraiment aussi une agréable information. Alors là, ici, une autre bête qui a été ramassée au Laos, Orientopsalpriapada, décrit par un grand entomologiste anglais. La collection est au British Museum. C'est une des plus belles collections de cigales du monde, la plus belle collection de cigales du monde. Vous voyez, pareil, une espèce très jolie, verte, elle a conservé ses couleurs. Elle est verte et brun avec des opercules très allongés. Et puis, quand on travaille sur les cigales, maintenant, on va s'intéresser un petit peu à ce qu'il faut regarder, en plus de la partie générale de l'animal, eh bien, on va travailler sur les segments 9 et 10, c'est-à-dire les segments génitaux, les pièces génitales. Alors, les pièces génitales, elles se situent ici, elles sont extraites, vous avez une sorte de capsule qui regroupe donc, le segment 9 et le segment 10, qui est constitué de sortes de crochets, on appelle les postumbus au crochet copulatoire, au sein duquel passe
au travers l'EDH. Voilà. Alors l'EDH ici il est très simple. D'ailleurs, assez étonnant de constater sur la planète que les grandes cigales ont des EDH de petite taille et que les petites cigales ont des EDH de grande taille. Ici, il est relativement simple. Donc nous nous penchons là-dessus. Et donc il comporte peu de caractères. Mais si on s'intéresse, nous allons venir des cigales de France, cigales plus locales, on reconnaît le genre Tibicina. Ici, Stéphanie, que j'avais découverte en France en 2002, qui est une bête du Caucase. Eh bien, nous voyons que cette pièce génitale est développée d'une façon différente, avec un postuncus qui a fusionné. Donc nous avons une sorte de grande langue de laquelle sort l'EDH qui est trilobé. On voit deux pseudo-paramères, des sortes de paramères, des sortes de cuillères sur le côté, et puis un endosome, c'est-à-dire une pièce interne de l'EDH qui comporte une vésicule et qui est plus ou moins long selon les espèces. Notons au passage qu'on voit la suture tergosternale, c'est-à-dire que là on voit bien en fait la partie du segment 9 qui est bien constitué de deux parties, l'esternite et l'urite. Le sternite et l'urite, ça ce n'est pas toujours visible, c'est des détails mais c'est intéressant, pas toujours visible chez toutes les espèces. On va le voir plus tard. Donc voilà les tibicines. Alors, eh bien, vous voyez d'autres tibicines. Déjà là, ça marche bien parce qu'on peut les distinguer. Alors, comment les distinguer? Vous voyez cette partie, là elle est nettement moins allongée et puis elle est plus fortement coudée. Et l'EDH lui-même, l'EDH comporte en effet les trilobés, comme toujours, mais ici, il a des dents. Il est denticulé. Et puis, chez cette autre espèce, Quadricinata, donc qui est à côté, eh bien, vous voyez, c'est nettement moins élargi, les palettes, c'est denticulé aussi, mais c'est nettement moins élargi, et puis l'endosome, la vésicule est plus dilatée, par contre, l'apex est beaucoup plus court. Voilà. Donc là, pour les spécimens de collection, ça va suffire, on n'a pas besoin de les faire chanter. C'est malheureux parce que de toute façon, c'est plus possible quand c'est trop vieux, mais on peut faire chanter des cigales qui ont été tuées par impulsion électrique. Je vais y revenir, après vous allez voir comment on a pu faire une découverte assez étonnante. Alors, est-ce que c'est toujours facile? Même, voilà. On va revenir au complexe des cicadetta. Alors, j'ouvre une parenthèse, parce que je me rappelle à l'époque, et comme Joseph est dans la salle, on est deux de Joseph, mais on était allé en Cerdagne, puisque Joseph avait trouvé une petite cigale, et cette petite cigale, elle était nouvelle pour la science, ça s'est avéré quelques années, peu de temps après, 2 ans plus tard on était sûr, on a mis 2 ans, que c'est donc on l'a délié à la Sardaigne, on l'appelait Cicadetta sardaniensis, donc c'était une petite cigale, c'est pas gros ça, vous voyez pareil, c'est à peu près de la taille d'une grosse mouche bleue, et puis on en était sûr parce qu'on a étudié son émission sonore. Pourquoi on était obligé de passer sur l'émission sonore? Parce que par contre on a un complexe de cigales, qu'on appelle le complexe des cigales de montagne, qui regroupe tout un tas d'espèces qui se ressemblent, avec des variabilités intraspécifiques. Donc c'est très compliqué, alors on a beau regarder, vous voyez, alors il y a des variabilités, même à la base alaire. Alors je dis ça parce que cette espèce qui a été décrite par mon collègue Ertard, collègue suisse, en 2015, qui est très récente, qui a été décrite d'Italie et du sud de la Suisse, eh bien, moi je la connaissais depuis longtemps, en fait, dans les Alpes-Maritimes. C'était loin, je n'avais pas le temps de m'en occuper, donc j'ai dit, Thomas, il m'a appelé, il m'a dit, je peux la décrire, je lui ai dit, tu l'as décrit, il n'y a aucun problème, nous on travaillera dessus après, donc il l'a décrit avec notre collègue slovène, et nous on a travaillé sur des spécimens de France, et Thomas disait, mais le critère c'est la base alaire, elle est noirâtre, bien pas de chance, nos spécimens de France ont tendance, plus on va vers le sud, à devenir jaune. Et ça c'est une tendance en Ibérie, donc chez mon collègue Raphaël qui est là, de Catalogne. Pour les cigales d'Espagne, les bases alaires sont jaunâtres. Pour les cigales qui viennent, je vais vous dire pourquoi je dis cela. Les cigales qui sont plutôt de la moitié nord de la France et du massif alpin, les bases alaires sont noirâtres. En fait, il y a des ancêtres, c'est par rapport aux périodes de glaciation. Il y a eu des refuges
Et il y a eu un refuge en Ibérie, il y a eu un refuge en Italie, il y a eu un refuge du côté du Caucase, enfin, du côté des Balkans. Et ces ancêtres, en effet, ont donné des lignées, des descendants, qui se ressemblent beaucoup. Et il y avait ce critère de coloration. Malheureusement, il demande à être confirmé. Voilà. Par contre, les émissions sonores, vous le verrez, sont caractéristiques. Au niveau des EDH, ben, vous voyez, c'est pareil, on a un EDH qui comporte 2 pseudoparamètres, pareil, mais très développés et qui ont leur origine à la base de l'EDH, hein, qui est lancéolé, alors on va mieux le voir. On le verra mieux sur d'autres photos. Donc vous voyez, elles se ressemblent toutes. Cicadetta sibyllae à gauche, donc Alpes maritimes, Italie, sud de la Suisse. Cantilatrix, nous avons décrit récemment, de la région parisienne, qui l'eût cru. Une cigale nouvelle pour la science de la région parisienne. Et puis, la dernière en date, Cicadetta brevipennis littoralis. Alors ça, c'est pareil, hein, là, c'était une sacrée découverte. Moi, je la connaissais depuis longtemps, mais je ne pensais pas que c'était une espèce de... Enfin, un taxon nouveau pour la science. On a fait une sous-espèce. Elle est uniquement connue au monde actuellement de Toreil-Plage. Et s'il y a des personnes du Gore, Bruno m'a fait passer il n'y a pas longtemps une photo d'une cigale de derrière l'étang Canet et du point d'Alenia. Donc elle n'est connue sur la planète qu'ici. Elle vit dans les milieux très ouverts et dans les zones de sang souillé. C'est contrairement à Cantilatrix qui est plus dans les zones arborées et Sibyllae que arborées et zones ouvertes, mais enfin tendance à être plus pareil dans les milieux ligneux. Vous voyez, elles sont rapportées à la même échelle, ça se ressemble beaucoup. Alors, une fois de plus, hein, on voit quand même la basalaire a tendance à être beaucoup plus noirâtre ici. Là, c'est pareil, là, c'est plus foncé, puis là, vous voyez, c'est très jaune. Mais ça ne suffit pas en soi, il faut avoir l'émission sonore pour être sûr de l'identification. Alors, en travaillant sur l'émission sonore, moi, je me suis penché un peu, j'ai repris le problème à l'envers. J'ai essayé de retrouver des caractères. Je m'amuse, hein, vous allez me dire. Parce que là, c'est tout petit. Hein, vous voyez l'échelle 0,5 mm, donc on travaille à quelques centaines de microns de précision. C'est des procédés que j'utilise, c'est-à-dire que je fais par pic, par figure, 60, 80, 120, 200 photos. On recouple tout ça, et puis on regarde ce que ça donne avec... donc c'est une loupe binoculaire très puissante, à fort grandissement, limite microscope. Avec un très bonne optique, et ça permet de donner des critères. Donc vous voyez comment est constitué les DH. Eh bien, les DH, les 2 pseudoparamètres, comme je vous le disais. Et j'ai découvert que chez Sardiniensis, eh bien, ils étaient plus élargis. Donc la lignée ibérique, c'était plus élargie que la lignée italienne. Voilà, alors il fallait se calibrer avec le son. Donc c'est un va-et-vient entre le son, la morphologie. Donc là, on parle vraiment d'identification intégrative où l'on prend l'ensemble des données et on travaille aussi avec la génétique. Je ne vais pas m'étendre sur le côté génétique, mais je répondrai à vos questions si vous en avez. En fait, il nous apporte moins d'informations que l'acoustique. Parce que ce sont des espèces qui sont récemment spéciées, et le phénomène d'évolution chez ces espèces, il est véritablement épigénétique. C'est-à-dire que c'est au niveau du choix, notamment au niveau de la sélection des mâles par les femelles, qui va s'orienter, que ça va créer une sorte de pattern d'émission sonore. Et puis je me suis penché sur quelque chose qui était traditionnellement accepté dans la communauté des entomologistes, c'est-à-dire que c'est même accepté au niveau du grand groupe, du genre Cicadetta. On considère que quand c'est divergent, enfin légèrement, oui c'est ça, c'est pas soudé, ou légèrement soudé, on dit que ce sont des Cicadetta, comme là. Ben, en fait, on se rend compte que parfois chez certains spécimens c'est soudé, et ça pose un problème, parce que dans cette tribu, il y a un autre genre qui est très grand, qui regroupe beaucoup d'espèces, qui sont les Tetigetalna. Et elles sont toujours soudées. Donc c'est pas un bon critère au niveau de la morphologie aérienne. Ça donne une idée, mais c'est pas un critère absolument fiable. Alors, comment on va faire? Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand on va aller les étudier sur le terrain pour obtenir des informations complémentaires, pour avoir une approche intégrative? Eh bien, nous allons aller les enregistrer. Alors ici, c'est pas en pourtour méditerranéen, ici c'est dans l'Yonne, c'est sur une pelouse calcaire, vous voyez. Une végétation, une condition biotique même sub-méditerranéenne, et c'est la station la plus au nord connue de Tetigetalna argentata, qui est une espèce très abondante en Espagne et également ici dans les Pyrénées-Orientales. Nous avons une population isolée dans l'Yonne. C'est le cas. Alors,
je suis en train, non pas de l'enregistrer, bien que je l'enregistre avec moi en bandoulière, mais je suis en train de prendre des mesures avec ces appareils, parce que ici nous avons deux types de modèles de caméra atomique, je ne fais pas publicité pour la marque, peu importe, c'est juste par rapport à la précision. Et cela permet d'étalonner l'émission sonore très précisément avec l'activité thermique de l'animal. C'est important parce que, comme vous le savez, les insectes sont des poikilothermes, c'est-à-dire que la température de leur corps varie en fonction de la température externe. Mais les cigales et d'autres insectes, ne sont pas les seuls, sont capables quand même de relativement la réguler. Comment la régulent-ils? La régulent en se mettant plus ou moins directement au soleil, perpendiculaire aux rayons du soleil, on voit la position qu'ils adoptent, et quand il fait très chaud, ils vont au contraire rechercher l'ombre. Et enfin, comment aussi peuvent-ils la réguler? En s'isolant du soleil, par l'activité musculaire. Mais encore tout ça, faut-il le prouver? Allons-y. Voilà. On continue juste avant, vous allez voir l'image thermique derrière, mais c'est mon ami Matti Jacobella, peut-être certains le connaissent, c'est le président de l'Académie des sciences de Slovénie, qui est un grand cicadologue, avec qui je travaille depuis longtemps, c'est une occasion pour moi de lui rendre hommage, monsieur. Alors on dit toujours, on n'écoute plus les cigales, mais vous voyez, il a 80 ans, et il a sur les oreilles un écouteur avec ici, j'ai emmené ça, cet après-midi, ceux qui viendront avec moi, vous verrez, un amplificateur qui est en hétérodyne et qui transforme les hautes fréquences en basse fréquence, c'est ce qui permet de les rendre audibles et très facile à écouter pour nous, même pour moi j'entends plus du tout au-dessus de 16 000, et bien avec cet appareil c'est assez formidable, on capte de très loin les petites cigales. Donc là, eh bien, il a une parabole pour amplifier, pour mieux recevoir l'émission sonore de l'animal, et puis il a l'enregistreur. Donc on se balade avec tout un tas de matériel. Moi j'ai un modèle intermédiaire, c'est-à-dire que je n'ai pas de grand ni de tout petit, j'ai fait un modèle intermédiaire. Et puis, comme vous le constatez, en fait, ce qui modifie, ce qui permet de transformer les fréquences, c'est simplement, c'est un Batsoum, c'est un Peterson D200, c'est un Batsoum, c'est un appareil qui sert à la détection des chauves-souris. C'est très pratique, robuste et très fonctionnel pour les cigales. Donc on part sur le terrain, avec le filet en bandoulière, l'enregistreur, le transformateur de haute fréquence, s'il faut se dire, et puis maintenant les caméras thermiques. On est équipé comme des militaires. Qu'est-ce qu'on va enregistrer? Eh bien, on va enregistrer l'émission sonore, et là, pareil, j'attire l'attention, parce que vous devez voir, on entend beaucoup parler, on enregistre les sons, tout le monde va enregistrer les sons, on va dire, ah ben tiens, j'ai cette espèce, avec mon smartphone, je l'ai enregistré, avec... Oui, bon, moi je tire toujours la sonnette d'alarme pour les cigales, il est très important au niveau des enregistreurs, des micros, que le signal de réponse, le signal de fréquence du micro, soit la plus linéaire possible. Là déjà c'est moins bon. Donc nous n'utilisons pas des cardioïdes. Là je parle par rapport à Fernand, c'est la discussion que je disais tout à l'heure. Fernand va avoir, enfin des professionnels du son vont avoir tendance à utiliser des micro-canons, c'est quand ils veulent enregistrer une espèce d'oiseau pour ne pas être parasité par les émissions sonores périphériques. Donc c'est vrai que pour le preneur de son c'est toujours un problème, hein, pour nous aussi. Eh bien nous non, nous on va se torturer. On va utiliser un omnidirectionnel parce que la réponse en fréquence est beaucoup plus linéaire et donc il va falloir se rapprocher de l'animal pour diminuer les sons parasites et enregistrer à 50 cm, il ne faut pas trop se rapprocher non plus sinon on sature la membrane du micro, mais environ à 40-50 cm l'animal de façon à avoir son émission sonore la plus distincte possible et la plus fidèle possible. J'insiste sur ça parce que les cigales ont des harmoniques et si on a des micros qui ne sont pas linéaires dans leur réponse, eh bien en fait on aurait tendance à croire que telle fréquence est dominante alors que ce n'est pas le cas. C'est que le micro est moins sensible à une fréquence dans laquelle l'animal est dominant, et il ne nous restitue pas cette fréquence, il nous restitue une autre fréquence pour laquelle le micro est un peu plus sensible, alors pourtant ce n'était pas celle de l'animal. Donc ça c'est un guide opératoire qui peut être majeur. Vous allez voir sur les mesures, toujours un problème actuellement sur les matériels et méthodes. Alors voilà. Donc on a l'animal, une Tivis cinetomatosa, la cigale cotonneuse d'Olivier, décrite en 1790, au repos, en posture typique d'émission sonore. Alors vous voyez comment elle se positionne? Bien, par rapport au rayon solaire, bien perpendiculaire. Elle capte la chaleur, et vous voyez à quel point elle capte la chaleur par rapport au milieu environnant. C'est une boule de feu. C'était après un orage.
il commençait à faire frais, la température chutait, l'animal continuait son émission sonore parce que l'activité, alors là on va le voir plus tard, il faut une caméra thermique avec une définition plus importante, mais l'activité thermique des muscles lui permettait de conserver sa température et donc d'être actif. Voilà, oui. Juste une petite question. On sait quelle est la température Celsius, oui. Vous allez voir là. Ah, pardon. Il faut en effet une caméra avec une meilleure définition. Donc ici sur une petite cigale que l'on a vu tout à l'heure, Cicadetta frangoana. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait je suis pour l'instant le seul à le faire et j'incite mes collègues à le faire, mais il y a une limite, c'est vraiment coûteux. Les caméras thermiques à haute résolution et qui filment et qui permettent de faire des mesures précises sont relativement chères. Alors c'est un peu embêtant pour les entomologistes. Mais on va mesurer le support, et puis on va mesurer évidemment par différentes zones la température de l'animal. Donc ça c'est l'animal ici, qui est ici. Et le logiciel va permettre de sortir les points les plus chauds, les plus froids, et le hotspot, donc le point le plus chaud de l'animal. Et qu'est-ce que l'on constate? Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, si la définition est suffisante. Je vais vous donner une bonne définition. Non, on ne le voit pas trop bien. Alors, de mémoire, donc, je vais vous donner ça de mémoire, c'est 28,6. Donc, c'est de mémoire, le support est environ à 28,6 degrés et le corps de l'animal est à 30,6 degrés. Mais c'est 0,6. Ce qui veut dire que quand on fait beaucoup de mesures, on est à peu près à 2 degrés au niveau du corps de l'animal, au-dessus de son support, la température de son support. Et je me suis dit, tiens, c'est une petite espèce, j'ai mesuré des plus grandes espèces. Chez nous, je dis pas, attention, je ne fais pas de généralité. Bon, mais chez les grandes espèces que j'ai mesurées, ben c'était pareil, c'était environ 2 degrés. Donc elles s'élèvent 2 degrés. Mais ça atteint des limites. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, mes collègues qui travaillent sur les cigales du désert, notamment aux États-Unis, ont constaté que ben, certaines espèces, elles, ne sont pas limitées par la température. Ça va monter, 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 monter. Elles ne changent pas leur registre d'émissions sonores. Et puis ça atteint un point critique, tout le monde s'arrête. C'est-à-dire qu'il faut se refroidir. La machine surchauffe. Pardonnez-moi les images. Elle se met à l'ombre. Elle laisse retomber la température. C'est le silence. Quand la température extérieure commence à nouveau rafraîchir. C'est pour ça qu'on commence à comprendre qu'elles peuvent chanter selon les espèces le matin. Le soir, vous allez sous les tropiques. On reviendra sur ça. Ça ne chante pas tout au même moment. On s'en fout. Il y a beaucoup de raisons à ça. Et puis, ben, quand la température à nouveau est optimale pour elle, elle va redémarrer. La machine va réchauffer. Elle va pouvoir continuer à symboliser, alors que la température externe continue de chuter, mais elle continue à se maintenir avec l'activité musculaire à un niveau de température adéquat. Et à un moment donné, l'écart est trop important, ça s'arrête à nouveau. Voilà. D'autres espèces ne fonctionnent pas comme ça, c'est pour ça que je m'abstiens bien de faire des généralités. Vous avez des espèces qui, quand la température augmente, eh bien, le rythme augmente. Ça joue peu sur les fréquences, un petit peu, mais surtout sur le rythme d'émission sonore, c'est-à-dire le nombre d'impulsions par seconde. L'impulsion d'émission. Alors, comment une cigale symbolise? On revient à notre Tibicina tomentosa. Là, ici, j'ai fait beaucoup de photos. Elle était très conciliante. C'était une bête. Alors les tibicines, la plupart vivent dans les arbres, dans les buissons, mais Tibicina tomentosa est une bête rare. Hein. Elle est très courante en Espagne, mais notamment dans le sud de l'Espagne. Elle est très courante du côté oui, c'est ça, dans le domaine bético. Vraiment l'extrême sud, Almeria, quand on va au sud de Grenade. Voilà, je cherchais le sud de Grenade. Vous avez là des zones, des pelouses méditerranéennes, du Méditerranéen chaud. Et alors là, si vous allez à la bonne époque, il y en a partout, ça vole, c'est le paradis de Tibicina tomentosa. Chez nous, c'est pas le cas. Elle est en train de disparaître, malheureusement, parce que les vignes ont renié son espace vital. C'est une bête qui ne supporte pas, entre guillemets, les ligneux. Elle est plutôt associée à la strate herbacée, on y reviendra. Et donc, vous comprenez, il lui faut en plus un milieu chaud. Alors le littoral, entre la pression de construction et puis les vignes de l'autre côté, elle n'est pas bien. Donc il nous reste quelques stations en France. Et puis les stations d'Italie, mon collègue suisse en train de travailler dessus, visiblement, ce ne serait pas cette espèce, ce serait une espèce qui serait décrite. Donc on est en France vraiment au niveau de l'articulation. Alors, on va
vous invite à l'entendre. Plus, c'est monotone, c'est ce qu'on appelle les siffleuses, tibicina, joueur de flûte en grec, les tibicina, les siffleuses. Mais l'amorce, si vous voulez l'entendre, l'amorce c'est hésitante. Ça c'est une caractéristique de l'espèce. Les acousticalia, alors comment elle émet? Bien, regardez, on voit bien la cymbale ici, la cymbale gauche, ici en position relaxée, ici en position contractée. On voit bien la déformation de la cymbale qui est contractée, qui est déformée sur l'ensemble de sa surface. J'insiste sur l'ensemble de sa surface. On y reviendra plus tard. La membrane jaune, qui est une sorte de peau de tambour du premier segment, abdominal, et qui a un rôle qui renvoie l'émission sonore. L'abdomen, qui amplifie l'émission sonore. Mais les cymbales, le son est produit par les cigales, le son est produit par les cymbales, qui sont actionnés par deux muscles puissants en V. C'est un peu comme une bouteille, une boîte de conserve, quelque chose sous vide, quand vous l'ouvrez, vous savez, il y a le clac après ouverture, on dit toujours le clac. Bon, ben c'est ça, la cymbale c'est un clac qui est particulier pour chaque espèce, parce que comme vous le voyez, les cymbales, on l'avait vu sur la photo avant, on le devine, ont des côtes et des plaquettes, c'est-à-dire qu'elles ont des reliefs chitineux, renforcés, qui vont donc jouer sur la nature du son, qui vont donner un son spécifique. Et puis le rythme de déformation de la cymbale aussi, va donner une émission sonore spécifique. Eh bien, ce son, vous avez une idée par quoi il est produit, par quoi il est diffusé, par quoi il est produit, il est diffusé dans l'air, mais l'organe qui l'émet, ce sont les tympans. Et ça nous a posé beaucoup de questions, parce que comment l'animal peut émettre fort, parfois, parce qu'il y a quand même des espèces qui font bruit d'amouine au décollage, en décibels, c'est-à-dire que vous êtes à côté, vous sortez, vous ne pouvez pas plus de 10-20 secondes, sinon vous avez la tête complètement explosée. Elles peuvent être combien quand elles émettent ce son? Alors, c'est des cigales australiennes. Il y a deux. Oui, il y a tout à fait. Alors, elles peuvent être très nombreuses, il peut y avoir des chœurs, mais les mesures ont été faites pour 5-6 spécimens en Australie, parce qu'ils sont toujours un peu relativement distants, à cause de la pression acoustique, justement. Oui. Ça, c'est pour des phénomènes, il faut que la femelle, après, puisse on y reviendra, on pourra aborder tout ça, il y aura des discussions intéressantes sur le choix du mâle par la femelle, le choix. La femelle s'oriente, on le sait, sur certains mâles plus que d'autres. On a fait des mesures. Mais, donc si c'est tout le monde trop près, trop fort, mais 5-6 spécimens, il y a 2 espèces en Australie. Alors une qui est dans la canopée, celle-là, ça va, on a l'éloignement, et une autre qui non, elle est beaucoup plus basse. Qui sont des grosses cigales. Alors je dis ça parce que de fait, comme elles sont grosses, elles ont des émissions sonores dans les basses fréquences, c'est-à-dire que la fréquence dominante est dans les 4000, ce qui est une torture pour nous, parce que c'est la limite de notre optimum de réception des fréquences. Et là, en effet, les mesures sont comparables, c'est-à-dire que c'est 120 et plus en décibels à 1 mètre. Donc c'est douloureux, très douloureux. Voilà. Donc c'est émis dans les tympans, je reviens. Eh bien, les cigales, les tibicines notamment, qui ont des cymbalisations continues, de temps en temps, vous avez des micro-coupures. On commence à penser, ces micro-coupures, les mâles, hop, s'arrêtent, ils essayent, l'autre il est à combien? Ils entendent, ils redémarrent, si l'autre est trop près, émission sonore de protestation, de rivalité. Attention, je suis là, je casse le rythme. L'autre mâle commence pareil. Est-ce qu'il va être dominant, rester, le pousser? Parfois, il arrive. Là, c'est ce qui s'est produit. J'ai un autre mâle qui est arrivé, qui l'a dégagé du support, qui s'est mis à sa place. Ou alors, l'autre mâle va partir. Mais c'est jamais si simple. Vous avez des mâles satellites. On appelle ça ces mâles satellites. Et alors, satellites, pourquoi? Parce que eux restent silencieux. Et quand la femelle arrive,
c'est lui qui l'intercepte et l'autre fait le travail à sa place. Alors, c'est très anthropomorphique ce que je dis, mais c'est la réalité. Bien. Voilà une cymbale de Cicadetta sibyllae. Donc vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. Hein. Donc c'est un organe exclusivement doué à émission sonore qui est vraiment pas si complexe que ça, mais qui est quand même plus ou moins complexe selon les groupes de cigales, qui est constitué donc d'une tabaplet, donc d'une base chitineuse, avec des grandes côtes et des petites plaquettes. Alors c'est très important, on compte toujours le nombre de petites plaquettes, et ça nous donne le nombre de grandes côtes, parce que je crois que je devrais bien faire dans le sens. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça produit un son par la déformation que nous avons ici dans son analyse complète. Alors ça, je attire votre attention, c'est là où voilà, c'est là où je vais revenir sur ce que je vous disais au début, sur l'émission sonore, sur comment, pourquoi, quand on tronçonne une cigale, on peut la faire cymbaliser quand même. Là, moi, c'est fait sur le vivant. Je ne fais pas, je ne suis pas en laboratoire en physiologie, j'ai fait ça sur le vivant. Donc j'ai enregistré des mâles, on était plus deux avec mon collègue, on a enregistré 5 mâles, on a fait de nombreuses mesures sur le vivant, en ayant bien calibré la température. Donc vous voyez que, en fait, on a pu bien décomposer l'émission sonore, hein, avec l'aide aussi de notre collègue allemand, qui lui avait, pour cette espèce, étalonné véritablement chaque impulsion pour chaque cymbale. Comment on le fait? C'est simple, il suffit de perforer une cymbale, comme ça on a la moitié du son, on sait que c'est cette cymbale-là. Sur l'autre spécimen, on va perforer l'autre cymbale, on vertit c'est conforme, c'est bon, on reproduit, ça marche, ok. Donc on sait que là, vous avez ici, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 syllabes. Chaque syllabe comporte, là, je vais vous demander un petit peu de concentration, après je vous demanderai si c'est ça bon, mais là, un petit peu de concentration, c'est la contraction de la première cymbale, ensuite la contraction de la deuxième cymbale, puis la contraction de le retour à l'état initial de la première cymbale, et le retour à l'état initial de la deuxième cymbale. Donc elle fonctionne en paire, évidemment, contraction, décontraction, de façon asynchrone. C'est rapide. On est sur 0,1 seconde. Vous allez voir dans le spectrogramme plus bas que j'ai fait, grâce à mon collègue allemand, qui travaille sur l'acoustique, que c'est très rapide. Et qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté qu'en fait, vous aviez la cymbale droite, a priori la droite, allez, une des cymbales, je serai plus objectif, une des cymbales, quand elle se contracte, elle est plus haute en fréquence que l'autre cymbale. On voit qu'elle est bien plus basse en fréquence. Et quand elle revient à sa position initiale, eh bien la fréquence a encore gagné en hauteur, elle est plus haute encore en fréquence, et pareil pour la deuxième cymbale qui vient, mais qui est toujours plus basse que l'autre. Alors, ça paraît anodin, hein, mais savoir que c'était asynchrone et que des fréquences sont spécifiques à une cymbale pour une espèce, pour l'animal, c'est quand même une sacrée découverte. Et je pensais être le premier à le voir, eh bien non. J'étais à la fois très heureux, et puis mon collègue acousticien que j'ai contacté, je lui dis non, j'ai vu ça. Il me dit, il me dit c'est bien parce que tu l'as vu dans la nature. Mais nos collègues portugais l'ont vu en laboratoire il y a moins de 10 ans, il y a 8 ans. Avec une autre espèce, pareil de la même taille. Ils lui ont coupé la tête. Ils ont coupé une partie de l'abdomen, ils l'ont mis sur une tige, et ils ont branché des anodes, des cathodes, et ils ont mis des impulsions électriques pour contracter les muscles de l'animal. C'est un peu une expérience à la Frankenstein. Et les cymbales seraient actives. Mais là, ça permet, en laboratoire évidemment, en fonction des impulsions électriques, de calculer beaucoup de choses. Parce que ça permet aussi donc, de savoir si, pour chaque impulsion électrique, c'est égal à une contraction de cymbale. En fait, parfois oui, parfois non. Ça dépend des muscles qui vont titiller, auxquels ils vont créer le stimulus. Et donc, il l'avait vu. Bon, je me dis, au moins ce que j'avais vu, travaillé en aveugle, j'avais publié, c'est bien quand même, parce que ça conforte, ça prouve que c'est pas qu'en laboratoire, ça marche comme ça aussi dans la nature. Alors, ça a été rendu possible dans la nature, parce qu'à l'époque, il ne l'avait pas fait, parce qu'on a des micros qui sont de plus en plus performants. Hein. On a un matériel technologique qui gagne en précision, en performance, les logiciels qui gagnent en puissance,
Donc on arrive Mais maintenant. alors, excusez-moi, Je t'en prie. en 1789, quand on a décrit cette espèce, pendant qu'on faisait la Révolution en France, 2015, hein, celle-là. donc oui, et donc en Australie, est-ce qu'ils utilisaient le son pour pouvoir, dans la description? Non. Ils n'avaient pas aucun moyen, Non. même Non. euh, Il y a des onomatopées voilà. ou quelque chose Voilà. peut-être. Oui. Il y a des onomatopées, mais on n'avait pas non. Oui, Ces récents sont bien sûr des. Mais comment te dire? Ça, c'est quelque chose qui, en effet. Bon, d'abord, c'est une question qui a une grande profondeur parce qu'elle nous rapporte à la nécessité de pouvoir savoir comment chante, symbolise l'espèce type, la première. Parce que si on dit que celle-là est nouvelle, il faut qu'on sache qu'elle est nouvelle, d'accord, mais celle qui est déjà décrite, comment elle chante? Pas facile ça. Donc ça nous oblige à retourner sur le locus typicus, c'est-à-dire le site où à l'époque elle a été décrite. Alors, deux choses. On croise les doigts que la station existe encore. Ce qui n'est pas toujours gagné. On a eu de la chance pour ce groupe-là, c'est en Autriche, et la station, on a un collègue, Gernot Kunz, qui est là-bas, pas loin. Alors ça ne nous coûtait pas, c'est un limitérologue, mais il ne travaille pas spécialement sur le cigale, mais voilà, il nous a rendu service, et on lui a demandé s'il pouvait prêter l'oreille, est-ce que ça... Il nous a dit oui. Donc du coup, c'était bon, l'équipe s'est déplacée, donc les Suisses y sont allés, ils ont enregistré, et ça nous a permis d'avoir l'émission sonore. Deuxième option, la plus mauvaise, la station a disparu. On croise les doigts, le type, on va le séquencer. Là, je vais je ne vais pas rentrer dans la musique, mais on va le séquencer. Et on va séquencer toutes celles aussi qu'on a. Et on va voir dans quel groupe ça se met. Et on va voir s'il y a une cohérence en acoustique ou non. Parce que si ça donne n'importe quoi en acoustique, là c'est pas bon. On le sait, c'est qu'en génétique, c'est que les spécimens sont trop récemment spéciés et les espèces se mixent. Ça va pas. Mais on a eu de la chance pour une des espèces en question. C'était la pétrillie, décrite en 1924, Muséum de Vienne, on demande l'autorisation, nous l'accorde, on a le droit de la séquencer. Et le séquençage fonctionne. Et en plus, ça match, c'est-à-dire que c'est cohérent avec l'acoustique. Ouais, on a eu de la chance, bien sûr on l'a provoqué, mais je veux dire, on a travaillé, on s'est donné tous les garde-fous pour, mais ça aurait pu ne pas marcher quand même. Mais en l'occurrence, on s'en est sorti. Voilà, j'ai répondu à ta question, je pense. Oui, la recherche des topotypes, hein, c'est ce qu'on appelle les topotypes. Par exemple, pour mes orivantes, j'ai dû faire ceci parce que des très vieilles descriptions de Karl Louis Korck du côté de Regensburg, je suis allé à Regensburg et j'ai pu donner des vrais noms à des espèces que tout le monde confondait. C'est ça, oui. Et ce sont des espèces types de beaucoup de genres. C'était la même chose pour Nicolet dans les environs de Paris, ou de Hermann, alors là c'était encore plus ancien, 1804, oui. Hermann dans les environs de Strasbourg, et donc Grandjean a redécrit tous les types d'Hermann de cette façon-là. C'est très important pour les acariens. C'est un jeu de pistes et historique et nomenclatural et dans la géographie, il faut qu'on... Voilà. C'est cette même démarche qui est appliquée ici. Donc oui, c'est très important, évidemment. Je voulais aussi plusieurs questions, si je peux poser une question. On l'a peut-être à la fin. Ah, je croyais que c'était à la fin. Non, Non, vas-y. Non, parce que là, on a encore quelques choses à voir. Excusez-moi. Mais voilà, j'ouvre une parenthèse par rapport à l'acoustique, mais je vais continuer. Et après, on prendra toutes les questions à la fin. Oui. Voilà. Donc, voilà comment j'ai pu, finalement, on a pu, avec mon collègue Marcel, contrôler sans le savoir les mesures qui avaient été menées en laboratoire. Mais j'ai mis ce sonogramme qui est complet, une carte d'identité acoustique de l'espèce. Donc vous voyez comment s'articule donc un module, c'est-à-dire un échelle chez les Anglais, de 8 syllabes. Ces syllabes donc, constituent un module que nous avons ici, qui eux-mêmes se regroupent en une phrase de type 3 ou en une phrase de type 2. D'accord? C'est-à-dire que là c'est ti, ti, ti,
Tip, 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 tip. Ça, c'est Sibyllae. Elle a une séquence d'appels constituée de 2 phrases. Une de type 2 et une de type 3. Ben, elle est où la une? Ben, la une, c'est, et là on va faire plaisir à nos amis catalans, c'est Cerdaniensis. C'est celle qui sert de modèle. C'est celle que j'ai décrite en 2000 avec mon professeur et qui, elle, a 3 types de phrases. Tip, 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 tip. Voilà. Sibyllae qui vient d'Italie, on en a oublié une. Et puis, on a Cantillatrix, qu'on a décrit de la région parisienne. Elle en a oublié une aussi, mais heureusement pour nous, c'est pas la même. C'est-à-dire qu'elle n'a pas oublié la phrase de type 1, elle a oublié la phrase de type 3. Donc vous voyez un peu ce complexe évolutif. On n'est pas loin des... Je sais que chez les grenouilles c'est pareil, c'est à l'air d'être assez compliqué. Mais nous, on est dans cette conformation avec les cigales. Je finis ici. Ce qui se passe, on retrouve, quand on fait des mesures précises avec un logiciel puissant, on retrouve ces 2 fréquences dominantes, avec une fréquence dominante sur les 14 000 et une fréquence plus située vers les 15 000, ça a son importance. Parce que vous savez que les basses fréquences se propagent beaucoup plus loin, parce que les basses fréquences vont pouvoir traverser les objets d'un certain diamètre, alors que ces objets d'un certain diamètre, les plus hautes fréquences ne les traversent pas, elles sont renvoyées. Donc ça a à la fois des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que le mâle émetteur, sous les tropiques ou même ici, les écrans de végétation ne l'arrêtent pas pour ces basses fréquences, la femelle va pouvoir l'entendre de plus loin, mais par contre quand elle arrive vers lui, elle a plus de mal à le localiser quand c'est des basses fréquences, et cette espèce-là émet en même temps des hautes fréquences qui permettent à la femelle de mieux localiser le mâle dans l'espace quand elle s'en rapproche. Je vais continuer, on répondra s'il y a des... Je vous sens dubitatif, donc on reviendra là-dessus. Et donc, chose qui n'avait pas été travaillée jusqu'à présent, c'est que vous voyez, les fréquences maximales sont entre 12 000 globalement et 18 000. C'est une sorte de nuage d'amalgame de fréquences, c'est la fréquence dominante, donc il y a plusieurs fréquences. Si on prend que les fréquences maximales émises, on a l'impression que c'est très large. Mais en fait, si on rapporte ça aux moyennes d'amplitude pour chaque fréquence, eh bien chaque fréquence, la moyenne d'amplitude, il y a des nettes différences avec deux. Et voilà, je rends ici à mon collègue Spetch allemand qui a émis un laboratoire, qui a permis de créer un logiciel vraiment fabuleux et qui nous permet ici avec une précision. Alors bon, c'est un peu abusé quand il nous donne ça. Moi je vais dire que déjà là, il abuse un peu. Allez, on va s'arrêter là. Ce sera bien suffisant, 10 puissance moins 3 secondes. Eh bien, nous voyons que, en effet, on retrouve ce maximum d'amplitude de fréquence. Donc on a ce module, cette échelle que je vous ai montré tout à l'heure, avec les 8 syllabes, 1, 2, 3, 4, vous pouvez les compter, par paire, comptez-les bien par paire. Voilà la cymbale droite, voilà la cymbale gauche, cymbale droite, cymbale gauche, cymbale droite, cymbale gauche, cymbale droite, cymbale gauche. Donc voilà la paire de cymbales qui a fonctionné. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là. Et le maximum d'amplitude, vous voyez, en effet, on voit bien, la cymbale gauche, le maximum d'amplitude de la fréquence est plus élevé que la cymbale droite. Alors il y a un petit biais opératoire, c'est un peu plus intensément mis ici, parce que comment on se positionne par rapport à l'animal. Il faudrait être bien dans l'axe. Voilà. Mais lui, pas toujours conciliant, je vous rappelle que je suis sur le vivant, donc c'est pas toujours facile d'être... voilà. Donc vous avez l'ensemble des mesures. Je passe. Alors, nos cigales de France. Je ne les détaille pas toutes, je vais vous en donner quelques-unes avec les émissions sonores. Elles sont essentiellement forestières, mais de bois lumineux, ouvert, pas de forêt dense et sombre. Elles sont des forêts méditerranéennes ouvertes, avec ici au milieu l'Iristes liveus, la grande cigale que nous avons ici à Renius, et Cicadorni, à droite. Je vais vous les faire entendre, je pense que c'est bien. C'est des courtes séquences, je ne suis pas... Voilà. Ça arrache un peu les oreilles.
et ça redémarre après. Bah, je ne pas s'étendre, mais c'est une modulation d'amplitude, hein, puis ça redémarre. Voilà. Donc c'est très différent d'Orny, hein, Orny qui est on va entendre, mais avant d'entendre. Là, cette photo que j'ai faite en pose lente vous permet de voir que l'animal vibre énormément. Le rostre est net, les pattes sont nettes, mais vous voyez que l'abdomen oscille, là jusqu'à peu près à cette amplitude-là, mais bon. Les ailes sont aussi, elles vibrent, et c'est ce qui permet par l'oscillation de l'abdomen, de la cavité sonore, de modifier l'amplitude sonore. Voilà. Alors qu'Orny, la posture de cymbalisation, on parle de posture, elle reste relativement proche de celle adoptée par l'animal au repos. On entend Orny, pour faire plaisir, bien que tout le monde la connaisse. Bon, là vous avez l'oreille courte, je vous le dis. Hein. Là vous avez l'oreille à 40 cm, c'est à peu près ça. C'est dans nos gammes de fréquences, donc. Alors en vue dorsale, pour voir les postures, donc vous voyez, Orny, c'est quasiment la même chose. Bon, par contre, l'Eristes pubillus, ici on voit bien les ailes décoactées de la réunion mésonoto-ménétrale de coaxation. C'est parce que chez ces insectes, vous voyez, vous avez une adaptation véritable. Les ailes, les homélites, les ailes antérieures viennent s'enclencher ici, il y a une rayure avec une sorte de crochet sur les ailes où ils viennent s'enclencher, une coaptation. Alors quand elles symbalisent, elles dégagent les ailes pour que... Non, j'aime pas le finalisme. Elle dégage les ailes et l'abdomen peut osciller. Mais Orny, c'est pas le cas, elle garde ses ailes enclenchées et l'abdomen. Alors Cicadatra atra, attention à la coloration, hein, Cicadatra atra, la cigale noire de l'âtre, décrite par Olivier en 1790. Eh bien, j'ai fait exprès. Je vous ai mis un spécimen typique avec sa maculature noirâtre sur les homélites, bien noire, et puis un spécimen de la même espèce. Qui est vraiment à l'opposé, qui est ocre, qui est jaunâtre, orangeâtre, et qui est la forme sufflava, ce n'est pas de réalité taxonomique, hein, ça on avait nommé 192, la forme sufflava. Mais ça permet de rappeler que même chez les cigales, comme beaucoup d'insectes, la coloration peut être, pour une même espèce, très variable en fonction de l'endroit où on les rencontre, et parfois au sein d'une même population. Alors, l'émission sonore d'attaque. Ça ressemble à une tibicine, mais plus aiguë et un peu plus interrompue. Voilà. Bon, la posture typique de cymbalisation, le mâle se met la tête en bas. Et la femelle prend la tête en bas. Sur cette espèce, je déroule la tête vers le sol. Et vous voyez, l'abdomen est cambré, et pareil, les ailes sont plus ou moins, bon ici c'est pas le cas, parce qu'elle était peut-être un peu craintive, je l'avais peut-être un peu alerté en approchant, mais les ailes sont rabattues le long du support. Elle a une cymbalisation de courte. Ah, ça arrive. Elle a une cymbalisation de courte. C'est-à-dire que quand le mâle perçoit la femelle, voilà ce qui se passe. Non. Très différent de la cymbalisation d'appel. Puis le clac que vous entendez, c'est les ailes que le mâle claque ses ailes sur le corps et le long du support. C'est ce clac. Ça émet des basses fréquences. Une bête donc, que je disais tout à l'heure, découverte en 2002 en France, Tibicina steveni. Alors ça, c'est une cigale qu'on entend mais qu'on ne voit jamais. Elle est en hauteur, dans les arbres, comme quadricignata, elle vit vraiment la cime des arbres. Et ici, sur Châtaignier, comme vous pouvez le voir. Donc ça, ça a été pris dans le Gard. Elle n'est pas dans les Pyrénées-Orientales jusqu'à présent. Mais peut-être qu'un jour elle sera cherchée dans la zone du Châtaignier. Donc au repos à gauche et en posture de cymbalisation à droite. Alors au tout début, ça ne s'entend pas très bien, c'est vrai que c'est moindre puissant. Il y a des claquements à l'air. Il y a des claquements à l'air. Alors, Tibicina quadricignata à gauche. Alors, ceux qui les siffleuses, donc je les passe, hein, je ne vais pas vous les faire entendre, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Mais voilà une bête aussi qui vit dans la hauteur des arbres qu'on voit difficilement. Hein, là, vous l'avez pas loin.
Et puis Hématodes, qui est la grande cigale rouge que l'on rencontre dans la région parisienne et que l'on rencontre jusqu'en Alsace, donc largement quand même répandue, présente en Suisse, plus rare, Pologne, Roumanie, etc. Voilà, alors c'est une bête dont l'émission sonore, on peut la reconnaître à son émission sonore parce que le début est modulé. On est pris par là. Oui, combien de temps il reste? Bah, il m'en reste pas, il reste un quart d'heure. D'accord, bon, donc, je vais faire vite. Voilà, donc vous voyez c'est le début, et après c'est ciblé comme vous voulez. Quand les milieux s'ouvrent un peu plus, nous avons Tibicina agricola. Notez que c'est une espèce qui a été décrite récemment. Donc les milieux s'ouvrent, les ligneux sont encore présents, mais sont moins hauts. Et ensuite, nous avons des espèces qui sont très, je dirais, qui ne sont pas associées à un milieu en particulier, qui vont être dans les arbres ou dans les zones plus ouvertes. Elles se ressemblent un peu toutes. C'est des petites espèces. Je vous parlais de Petinatrix, on va l'entendre. C'est très discret. Voilà. Pour ça aussi qu'elles ont été décrites sur le tard, très difficile à. Voilà. Ça c'est la phrase de type 2. Voilà. Et on va entendre Argentata. Alors celle-là est au-dessus. La petite tambourine. C'est celle-là, j'espère cet après-midi, on pourra entendre. Vous voyez, Argentata, très difficile à voir parfois. Ici, une forme noire posée sur le support. Sur la bruyère sulfurescente, c'est fait là derrière. C'est fait dans le maquis juste derrière. Les milieux plus ouverts, on retrouve Corsica fermeri et Tomentosa, deux espèces proches. Et enfin, Scaletta brevipennis litoralis, que voilà, 2016, dans les sensuires, ici la photo est prise à Torrey plage. Donc, quand elles ont bien symbalisé, elles s'accouplent, toujours en V. À gauche, Iristes pebulus cadatra à droite. Les pontes, voilà les traces. Donc ici Stéphanie sur la hauteur de la branche, et puis les traces, la scarification que ça laisse, pour le dépôt des œufs par loge, et puis ensuite elle sort du sol, au bout de 2, 3, 4 ans, voire 2 ans à 10 ans pour une même ponte, ça dépend des conditions trophiques. Je ne m'étends pas sur la phase larvaire, c'est un autre univers. Et les supports d'exuviation, donc là où l'animal va s'extraire de son enveloppe, sont divers en fonction des espèces. Voilà. J'ai apprécié un peu sur la fin. Des questions, Est-ce que finalement, il semblerait que le critère le plus discriminant pour décrire une espèce soit le chat? Oui, pour les cigales, c'est incontestable. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas se passer du reste, mais enfin, c'est quand même. Alors, on ne peut pas se passer de la morphologie, puisqu'on est obligé, quand on décrit une espèce, d'avoir les spécimens, les types, avec l'holotype et les paratypes. Donc ça, on est obligé de toute façon de réaliser une description morphologique la plus précise possible. Mais il est intéressant, à partir du moment où c'est étalonné avec l'acoustique, de retrouver des caractères morphologiques. C'est ce que j'expliquais au début, pour après, dans les collections, retrouver, mieux connaître la répartition des espèces de ce qui avait été collecté à l'époque. Donc ça va bien. Mais c'est bien parce que pour une fois, la génétique est. Alors, la génétique. Non. Je veux pas. Je travaille beaucoup avec mes collègues américains, néo-zélandais et australiens, mais ce qui est important, toujours je leur dis, c'est bien de travailler quand ils s'étalonnent pour les genres, d'avoir l'espèce type, bon sang. Parce que c'est tellement mal identifié qu'en fait, ils croient travailler sur un groupe d'espèces, et en fait, ils n'ont pas l'espèce type du genre, donc le groupe d'espèces sur lequel ils travaillent. Et surtout, c'est mal identifié, c'est un autre genre. Et alors ça, c'est typique pour les espèces d'Afrique, Madagascar, où là, ils sont un peu perdus. Bon, j'ai eu la chance de beaucoup voyager en Afrique, donc j'ai pu prendre des espèces types, les enregistrer, savoir ce qu'il en était. Mais,
Est-ce que tu fais de la repasse? Oui, alors, ça a été fait, oui. Mais en fait, la repasse, moyennement... Explique. Qu'est-ce que c'est? La repasse, ben, on réémet le son enregistré à l'animal. Mais en fait, c'est des parties codantes du son qui vont fonctionner. Donc il faut le filtrer. Quand l'ornitho fait ça. Oui, oui. Mais les oiseaux perçoivent une plus large gamme de fréquences que les cigales, qui sont plus concentrés sur une plage plus restreinte au niveau des fréquences. Donc on va sélectionner les fréquences et surtout le rythme codant. Et en effet, là, le mât va venir. Mais surtout, chez les Cicadetini, mes collègues américains et australiens viennent de montrer, je l'ai testé, c'est difficile, j'ai pas encore le coup. En fait, ils pratiquent, pour les Cicadetini ça marche bien, le snap clicking, c'est-à-dire... Et quand on est dans le rythme, le mâle cigale vient. Sur le doigt. Sur le doigt, on a pu aller le chercher, mais il faut vraiment bien connaître les sons sonores et avoir une bonne oreille musicale. Voilà, pour si on... Parce que quand elle va faire zzzz, en fait, il faut faire le zzzz. Voilà. Mais il faut bien finir au bon moment. Si on est un peu décalé, on ne le trompe pas, il vient pas. Deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a des cigales qui pondent dans le sol? Oui, c'est Non. ça. Non. Strictement endophyte. 3, alors maintenant je dirais 4, bien qu'on perce, pour l'instant on ne parle pas encore de 4, mais moi je commence à Même parler. celles qui... 4 phases de comportement. Aérien, la reproduction, minime, une semaine. Ensuite, les œufs, endophytes, 1 mois à 3 mois de maturation. La larvule sort de l'œuf, se transforme directement, premier stade, sur le seuil de la logette et se laisse tomber au sol pour s'enterrer. Voilà, c'est ça. Voilà. À partir de là, Au sol. on connaît toujours au sol. À partir de au sol. les larves vont dans le sol et vont aller piquer après les racines pour se nourrir et grandir. Et c'est là où on ne connaît pas les larves. Dans le sol. Oui, oui, parce que les adultes, ils sont uniquement aériens, hein, ils sont uniquement... Non, mais les larves vivent dans le sol, Oui. toutes les espèces. Toutes les espèces, oui. Oui, toutes, oui, toutes. Juste Mais ce que l'on ne après, sait pas, ce que l'on commence, mais c'est vraiment, là c'est un autre champ de recherche, je n'ai pas abordé, c'est qu'en fait il y a deux grandes écophases au niveau larvaire, parce qu'elles passent toutes par 5 stades. Pour l'instant on n'a pas de contre 5 stades. Et le dernier stade, c'est celui qu'on appelle larve nymphoïde, c'est la larve qui va creuser son tunnel de sortie. Dans le sol. Dans le sol, elle creuse son tunnel de sortie et certaines espèces, vous savez, constituent des tourelles. Ça posait des questions parce que ces tourelles, à quoi servaient... Pourquoi est-ce de là, à quoi servaient-elles? Ça servait à quelque chose. Pour l'animal, en fait, voilà, il semble que les mesures faites, c'est un moyen pour l'espèce de pouvoir évaluer à quel moment c'est bon pour sortir et se transformer. Donc ça lui indiquerait des informations sur la température et l'humidité. Mais bon, mais surtout, avant cette phase-là, qui est une phase relativement immobile, celle de la larve nymphoïde, donc le dernier stade, il y a quand même 4 phases. Et on ne comprend pas, elles sont beaucoup plus mobiles que ce qu'on pense. Or, elles sont aveugles, et on ne comprend pas trop comment, à partir du moment de l'endroit où elles sont tombées, comment elles se sont dispersées dans le sol et où elles sont allées se nourrir, parce qu'on sait, par les dégâts qu'elles occasionnent dans les zones cultivées, notamment cacaoyers en Amérique du Sud, caféiers, que, eh bien, elles se regroupent sur plus une plante, un plant même, sur un végétal en particulier qu'un autre, au point qu'elles peuvent le faire crever. Elles sont donc mobiles. Et mon collègue américain a montré, qu'en fait, il n'y avait pas de corrélation statistique entre l'endroit où la femelle pondait, déposait les œufs, et où les larves sortaient. Donc là, tout ça contre toute attente. Hein. Et ça, sur les magistérats, celles qui sortent par millions, vous savez, quand elles sortent là, ben, il n'y a pas de corrélation entre la zone de ponte et le... Donc, il y a beaucoup à découvrir. Là, c'est un autre univers. Pardon. Oui, une deuxième question, à peu près le nombre d'espèces mondiales. Alors, je l'ai vu tout à l'heure, oui. J'ai dit, on est presque à 4000, 3800, 3900. On était à 2200. C'était le chiffre. Oui, c'est près de 5000. 4000, presque 4000. Oui, on va être. Et puis je voulais. Et en France, on est passé, moi, à l'époque, d'une quinzaine d'espèces à 22. Oui, aussi, je voudrais faire un témoignage, c'est que nous avons organisé en 1972 un colloque franco-japonais de faune du sol.
Et quand nous sommes arrivés à Tokyo, j'avais été sommeil, on était dans un hôtel, et à 7 heures du soir. Mais alors, à 7 heures, pile, l'heure locale, dans le jardin, c'était insupportable. Alors j'ai essayé de regarder, j'ai eu l'impression que c'était très grosse, avec les feuillages. Alors ça, c'était vraiment épouvantable. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, c'est dommage, mais alors c'est un phénomène évolutif extraordinaire. Les cigales, vous allez par exemple au Costa Rica, vous allez au Japon, dans les zones tropicales, elles se partagent l'espace et elles se partagent le temps. Elles n'émettent pas sur les mêmes fréquences au même moment. Mais chez nous, c'est pareil, on n'a pas deux espèces de tibicines qui vivent dans le même milieu au même moment. Il n'y a pas plusieurs espèces à côté. Il y a plusieurs espèces, mais si elles sont ensemble, soit elles ne chantent pas au même moment, parce que quand elles ont la même fréquence dominante, et si elles ont des fréquences, par contre, elles peuvent chanter au même moment si elles ont des fréquences dominantes différentes. Mais c'est normal, si on parle tous en même temps, on ne s'entend pas. Merci, oui, il ne faut pas se tromper de partenaire. Vous démontrez quelque chose. Et alors, je vais venir à ça parce que c'est marrant que vous me les... Enfin, je sais pas, toutes les questions n'ont pas été posées. Mais il y a quand même quelque chose... Il y a quand même quelque chose d'un peu étonnant. Hein. Vous savez que le cicada ornique, le cacan, vous l'entendez la journée. Le soleil décline, il s'arrête. Elle s'arrête. Mais il redémarre. Parfois jusqu'à minuit, les nuits chaudes et douces. Enfin, chaudes et... Oui, il n'y a pas de vent. Bon, ben ça je pense, gâche que moi, mais connaissant le cycle des espèces tropicales, qu'à une époque, il devait y avoir une autre espèce qui utilisait, qui avait la même fréquence, et qui utilisait cet espace-temps où elle est silencieuse. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus que le sommet de l'iceberg. Il nous manque une pièce de puzzle. Il faudrait retrouver le fossile. Et ça, les fossiles, un insecte, c'est... Faire symboliser à gagner, hein. pas facile. Mais il a raison. Excusez-moi, c'est quelque chose que j'ai manqué. Est-ce que les deux sexes de cigales chantent? Alors, non. Oui, je l'ai dit au début, vous avez, la femelle n'a pas de cymbales. Les acousticalia, c'est-à-dire les segments abdominaux, les deux segments abdominaux, les acousticalia, spécialisés sur l'émission sonore, c'est les mâles. Mais, à une exception près, une espèce en Chine, la femelle a des vestiges de cymbales. Et donc, il détecte la femelle de manière différente. C'est pas s'en servir. Il détecte la femelle comment? De quelle manière détecte-t-il la femelle? C'est la femelle qui vient. Ah, c'est la femelle. Oui, oui. Quelques exceptions, c'est le sonomidage, c'est le mâle qui symbolise, il appelle la femelle. Voilà. C'est pour ça que c'est vraiment un langage spécifique et que c'est important. Pour l'espèce. Vous avez dit que quand il l'entendait, enfin quand il la sentait, il changeait de son. Quand il l'aperçoit. Voilà. C'est une chaîne de comportement qui aboutit, qui est nécessaire pour que la femelle vienne en contact du mâle. Et même là, je ne l'ai pas, parce qu'on n'a pas le temps, vous avez une émission chez certaines espèces, les cicadetta, d'accouplement. Quand le mâle s'accouple, il crépite. Il est au contact de la femelle, il la tient, il crépite. Et quand l'insémination est effective, commence, ça s'arrête. Et comment il sait que la femelle arrive? Il l'aperçoit. Oui, mais elle dit quelque chose alors. Alors, certaines espèces non. Et d'autres espèces, les femelles vont claquer des ailes. Ah, d'accord, voilà. Mais pas systématiquement. Parfois, le mâle, chez les espèces qui ne vont pas avoir un comportement de femelle particulier, il va volter jusqu'à elle, il va la saisir, ou la femelle va volter jusqu'à lui, ils vont se saisir et s'accoupler en deux. Donc il y a le son qui se rajoute alors du claquement des ailes de la femelle en même temps. Oui, c'est ça. Et on a fait des tests, il y a eu une nouvelle publication par un école chinois dans Animal Behavior. Si on coupe les ailes, donc plus de possibilité d'avoir claquement, eh bien, non mais il faut savoir ce qui cause. Eh bien si on coupe la partie des nervures, eh bien ça tombe à 5%. 5% de succès de production. C'est quasiment négociable. C'est-à-dire qu'ils vont disparaître. Alors oui. Et justement, j'avais emmené comment font les cigales muettes pour chanter. Là, j'ai une publication. Eh bien, elles claquent des ailes. Et vous en avez en Chine, vous en avez en Afrique. Est-ce qu'il y a beaucoup de rues qui font hommage aux cigales?
Oui, ça, je... En tout cas, il en existe une à Banyuls, au Puig-Delmas, qui s'appelle la rue de Cantesigal. Ah oui. Donc à Banyuls, ça. à l'endroit où j'habite d'ailleurs, il y a un lotissement qui a été fait. Ce lotissement a été couvert d'oliviers. Oui. Et la rue qui est à côté porte le nom de Cantesigal.